Cédric? Ouais, d'accord. Donc, je présente la conférence. Alors aujourd'hui, on a une conférence sur le thème d'attirer et récompenser vos employés. Adrien, si tu peux mettre les profils des intervenants. Voilà, donc très bien. Donc, je me présente, Cédric Sage, président du USA France. Donc, pour présenter USA France en quelques secondes, donc à USA France, ce que l'on fait, c'est tout ce qui est planification patrimoniale pour les cadres, les entrepreneurs français aux États-Unis. Donc, on les assiste à travers toutes leurs problématiques, que ce soit de succession, de retraite, d'optimisation fiscale, d'investissement et de prévoyance. Et puis également, on a une branche qui s'appelle USA France Business Solutions qui se spécialise dans les besoins des entrepreneurs. Alors, en quoi ça consiste? C'est tout ce qui est aide par rapport à la gestion des risques, mise en place de niches fiscales, plan de retraite. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs aux États-Unis ont des opportunités que n'ont pas les employés en termes de montant de contribution et d'instruments de retraite, par exemple. On les assiste par rapport à tout ce qui est rachat de parts entre associés, plan de succession d'entreprise et également vraiment prévoir leur plan de sortie. Alors, quelque chose dont on va parler aujourd'hui également que l'on fait, c'est tout ce qui est mise en place de couverture salariale, plan de retraite, soit mise en place ou bien revue d'ailleurs de ces plans. Et le but étant de les aider à mitiger, réduire les coûts, tout en les aidant dans leur stratégie de rétention d'employés méritants et cadres par la mise en place de stratégies de plans sur mesure. Alors, avec moi dans mon équipe, il y a Adrien Hérault, notre vice-président également, rapporteur fiscal. Et puis Jean-Philippe, Alexis, je vais vous laisser vous présenter. Tout à fait. Merci Cédric pour cette présentation. Merci à French Morning pour l'organisation du salon. Donc moi, je suis, comme l'a dit Romain tout à l'heure, je suis associé du groupe Massat. Nous sommes un cabinet d'expertise comptable et CPA qui a des bureaux à New York, Miami, Montréal et Mexico. Et nous accompagnons, comme vous l'aurez certainement compris, les entreprises et les particuliers français qui souhaitent se développer en Amérique du Nord. Voilà. Je reviendrai vers vous un peu plus tard avec les points fiscaux que nous allons aborder. Très bien. Et puis, je vais me présenter aussi. Donc, Alexis Martin, directeur European Desk et plus particulièrement French Desk de Year USA, société spécialisée dans l'executive search, recherche de professionnels, de managers et de top exécutifs pour les filiales américaines de sociétés européennes et pour ma part française en particulier, beaucoup de PME, de TI françaises présentes sur le marché américain. J'ai aussi par le passé, pendant 10 ans, travaillé dans l'accompagnement et la mise en place de filiales et de réseaux de distribution et autres pour les filiales américaines de sociétés françaises. Donc, 15 ans d'expérience aux États-Unis qui m'amène aujourd'hui à vous parler en particulier du recrutement qui est, je pense, un point très important après avoir évoqué surtout aussi la rétention d'employés. Je pense que c'est par ça qu'on va commencer. Très bien, j'embraye pour démarrer, puis ensuite je passerai la parole à mes confrères. Très simplement, j'avais fait cette présentation il y a un an à peu près dans le cadre d'une autre conférence. Ça a démarré par très bon taux de croissance économique des États-Unis, aucun problème à venir, taux de chômage hyper bas. Bon, voilà, tout a changé. La crise sanitaire et économique a frappé de plein fouet les États-Unis, le Canada aussi, les échanges internationaux, et ça a des conséquences très importantes sur la rétention d'employés, le recrutement et l'attraction d'employés clés. Et finalement, on a beau avoir la bonne stratégie dans le marché américain, ce qui n'est pas toujours facile. Il faut prendre le temps de le découvrir, ce marché, qui est un marché continent, qui est un marché avec beaucoup de potentiel, mais avec beaucoup d'investissements nécessaires pour y réussir aussi. On a beau avoir cette bonne stratégie, on a beau avoir les bonnes structures, donc véhicules, filiales ou par acquisition, gagner un petit peu de présence locale. Si on n'a pas les bonnes personnes, les bons managers pour non seulement structurer, mais aussi développer votre filiale, votre société aux États-Unis et reporter au siège, souvent français, européen, les
les KPI qui sont nécessaires au développement et participer à cette croissance et cette stratégie globale d'une société qui sont typiquement celles de nos clients, de toute façon, ça ne marche pas. Et trouver les bonnes personnes, c'est très difficile parce qu'il y a une concurrence très forte. L'avantage aujourd'hui, dans les conséquences de cette crise sanitaire économique, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de candidats qui sont actifs sur le marché. Alors, parfois parce qu'il y a eu des licenciements ou des furloughs, donc des mises à pied à titre temporaire, mais qui permettent effectivement de voir venir pendant quelques mois, parce que tout simplement, les employés recherchent aujourd'hui d'autres opportunités, peut-être dans des industries à plus forte croissance. Voilà, si on regarde aujourd'hui, par exemple, le food service aux États-Unis à destination des restaurants et autres, c'est très difficile. Il y a des secteurs qui ont été plus touchés que d'autres, et puis d'autres secteurs, par contre, qui bénéficient aussi de croissance importante dans cette crise sanitaire et économique. Donc, il y a des opportunités, il y a beaucoup plus de candidats qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché. Donc, quand on est en employeur, on peut bénéficier effectivement de ça pour trouver des talents. Il y a aussi la possibilité de plus en plus de faire du télétravail, ce qui permet de retirer la localisation de quelqu'un comme une contrainte finalement dans l'emploi et d'aller les chercher tout simplement là où ils sont, ces talents. Et dans un pays continent, ce n'est pas anodin parce qu'on peut trouver des personnes un peu partout aux États-Unis, 300 millions de personnes, un peu plus, même au Canada potentiellement, qui peuvent prendre en fait une direction nationale, voire nord-américaine. Un certain nombre de sujets aussi qui sont, je pense, nécessaires aujourd'hui pour les entreprises aux États-Unis et les filiales américaines de sociétés françaises en particulier, c'est de repenser notamment tout ce qui est supply chain, c'est de repenser la façon dont vos équipes sont organisées au niveau mondial. Et ça passe par une réorganisation des équipes, peut-être une reformation des équipes pour se concentrer sur la croissance. Et c'est ce qui permettra aussi pour vous d'attirer les bonnes personnes. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on parle toujours des salaires américains qui sont très importants, mais je pense qu'il faut parler du coût global d'un employé aux États-Unis avant de parler uniquement de salaire. Les salaires sont plus importants, mais les charges patronales sont plus faibles. Attention, parce que dans les charges patronales, il y a beaucoup moins de choses que ce qu'on a en France, et c'est là où mes confrères pourront vous aider aussi, puisque tous les avantages sociaux, les bénéfices sociaux sont souvent en fait mis au niveau du marché libéral, et vous allez trouver des solutions de couverture médicale, de 401k qui existent, mais c'est la loi de l'offre et de la demande, et c'est à vous d'aller chercher les bonnes mesures qui vont vous permettre d'attirer les employés et qui vont être aussi à un coût raisonnable pour soit une petite structure, soit une filiale qui a un certain nombre d'employés aux États-Unis. Mais souvent, c'est presque indispensable en fait aujourd'hui d'avoir ces plans de bénéfices sociaux, d'avantages sociaux pour attirer des employés de qualité. On voit souvent, nous, des clients qui sont des fournisseurs de grands donneurs d'ordre aux États-Unis, qui veulent attirer parfois des acheteurs de ces grands donneurs d'ordre. Aujourd'hui, toutes les sociétés aux États-Unis qui font au moins une centaine d'employés vont avoir un plan médical, vont avoir un plan de retraite de type 401k et autres. Donc, je pense que c'est indispensable pour vous de mettre ça en place. Et il y a beaucoup de solutions, on s'y perd souvent. Et les sociétés françaises veulent souvent bien le faire, mais ils ne savent pas faire comment. Donc, c'est des sujets qu'on abordera ultérieurement. Je pense qu'il y a aussi, moi mon quotidien, c'est les PME, c'est les entreprises de taille intermédiaire, ce n'est pas les très grands groupes. Et de ce point de vue-là, si on se base sur effectivement des salaires ou des bénéfices sociaux qui sont top of the chart comparés à d'autres, il y aura toujours quelqu'un pour offrir un salaire plus important, et notamment un concurrent américain qui a mis des moyens beaucoup plus importants que vous parce qu'il a la taille critique. Et donc, il faut arriver aussi à proposer quelque chose de différent. Et c'est là que je pense qu'une entreprise internationale, franco-américaine en particulier, apporte quelque chose, apporte cette dimension, ces valeurs, cette culture globale,
international qui doit faire partie intégrante de ce que vous offrez à soit vos employés actuels, soit vos futurs employés. Si ces candidats-là ne sont pas intéressés par ça, c'est déjà quelque chose qui risque de poser problème à l'avenir, non seulement pour les attirer, mais pour les garder. Après, il y a aussi la vision, les valeurs de l'entreprise qui sont importantes. Et aux États-Unis, ça passe beaucoup par un engagement de la société dans la communauté locale, par le fait de travailler sur ce côté best place to work, cette marque employeur qui va faire que vous allez sortir du lot par rapport à d'autres PME dans le coin ou aux États-Unis de manière générale qui peut-être n'auront pas eu cette réflexion. Donc, vraiment de travailler sur cette valeur, ces missions, cette dimension internationale, les bénéfices sociaux font que vous aurez des discussions qui ne seront pas qu'au niveau du salaire. Et je pense que tout employeur ne veut pas quelqu'un qui va rejoindre une entreprise uniquement pour avoir $10 000 de plus. Ce qu'on voit aussi au niveau des jeunes, c'est la volonté d'avoir certes une stabilité de l'emploi, mais aussi d'apprendre, de toujours apprendre, d'avoir des évolutions dans l'entreprise. On va avoir des programmes d'évolution dans l'entreprise, de parcours de haut potentiel, mais pas que de haut potentiel, où tous les 2 ans, vous allez leur proposer des fonctions un petit peu différentes qui vont leur permettre d'acquérir des compétences différentes. Et ça, il faut le réfléchir quasiment tous les années et demie, 2 ans, pour pouvoir garder et intéresser ces jeunes qui vous rejoignent et qui vont rester chez vous pendant un certain nombre de temps. Donc ça, c'est sur la partie rétention, attraction. On pourra en reparler plus en détail dans un entretien individuel si vous le souhaitez. Et puis, je vais couvrir juste en 2 minutes la partie de recrutement et laisser la parole. La différence dans le recrutement aux États-Unis par rapport à ce qu'on peut voir en Europe va être avant tout dans la rapidité de ce recrutement. Très rapidement, à partir du moment où nous, on présente une shortlist qui va prendre en gros 4-5 semaines avec un certain nombre de candidats identifiés, sélectionnés, interviewés pour pouvoir présenter une bonne shortlist. Une fois que vous avez la shortlist, il faut être capable de les interviewer sous 2 semaines et de leur proposer une offre, un contrat ou une lettre d'embauche sous 2 semaines. Les préavis ensuite, c'est aussi 2 semaines. Donc, typiquement, à partir du moment où vous avez une shortlist de candidats, vous avez quelqu'un qui vous rejoint dans le mois. Et ça, parfois, c'est très rapide, parfois trop rapide pour certains. Donc, nous, on passe notre temps aussi à bien expliquer à nos clients. Allez vite, parce que si vous ne le faites pas et que ces candidats sont en recherche active, d'autres le feront. Et c'est très souvent qu'on perd des candidats, malheureusement, par manque de réactivité, de proposer une offre ou de faire les entretiens chez nos clients. Voilà. Ensuite, le process est assez similaire à ce qu'on peut retrouver dans tout ce qui est executive search. On travaille aussi sur des postes, on va dire, plus régionaux et il y a des différences importantes au niveau régional en termes de coût de la vie qui se retrouvent au niveau des salaires également. Donc, préparer en fait le business case et le budget nécessaire pour attirer la bonne personne en fonction des compétences, du niveau d'expérience et ce que vous allez apporter en dehors de toute la partie pécuniaire. C'est vraiment nécessaire et donc de passer ce temps en amont avant de lancer n'importe quel recrutement me paraît indispensable et puis de commencer à aller voir d'abord chez vos employés pour leur proposer justement ces promotions, ces parcours d'entreprise avant peut-être d'aller chercher en dehors de vos équipes. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots. Je pense que je passe la parole et puis si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Merci Alexis. Alors donc bonjour à tous, donc Adrien Hérault, comme Cédric de chez USA France Financial, comme Cédric m'a présenté tout à l'heure. Ensemble, on va parler donc de couverture salariale et on va commencer par pourquoi mettre en place une couverture salariale. Alors Alexis a couvert pas mal de sujets. On va dire qu'en règle générale, eh bien, on est sur un système social qui est vraiment différent de ce qu'on pourrait connaître en France, avec ici un individu qui est peut-être moins soutenu socialement par l'État sur des sujets comme la santé, mais également la retraite, et qui va donc compter beaucoup plus sur son employeur pour ces services-là. Et d'ailleurs, il y a un site qui s'appelle Glassdoor qui a fait une étude à travers tous les États-Unis
sur l'importance des avantages salariaux aux États-Unis, et le résultat, c'était le suivant. On avait 60% des personnes interrogées qui ont déclaré que la couverture salariale était un facteur majeur dans la prise de décision lorsqu'ils acceptaient une proposition d'emploi. Et on a 80% de ces employés interrogés qui ont dit préférer une amélioration des avantages salariaux à une augmentation de salaire. Donc on voit vraiment une grosse importance de la couverture salariale ici aux États-Unis. Alors, ici, on en distingue 3 types. Premièrement, la couverture basique. Alors là, c'est vraiment le minimum, simplement pour respecter la loi pour les entreprises qui ont plus de 50 employés. Après, on va avoir les couvertures générales, qui sont les couvertures proposées par la majeure partie des entreprises ici, qui sont généralement des bonnes couvertures au niveau de la santé, de la retraite, de la protection de la famille, mais des couvertures qui ne sont généralement pas optimisées. C'est donc le rôle des best practices, des couvertures complètement personnalisées, qui sont optimisées à la fois pour l'employé, afin que celui-ci ait les meilleurs avantages qu'on puisse lui proposer, mais également pour l'employeur, parce qu'on verra qu'en optimisant sa couverture, on peut également optimiser ses coûts. Alors Jean-Philippe, je crois que tu as un commentaire. Oui, effectivement, je rebondis sur ce que vous dites tous les deux, ce qu'Alexis a dit, et puis toi, Adrien, maintenant. Euh, Nous avons ces plans de couverture sociale qui vont être détaillés plus tard avec leurs implications fiscales respectives, parce qu'ils viennent compenser en fait des charges sociales qui vont être très faibles dues au fait qu'effectivement il y a une couverture sociale ici qui est minime. À titre de comparaison, côté américain, à la louche, mais vous pouvez garder ce chiffre-là à l'esprit. Les charges sociales employeurs vont être d'environ 10%, tandis qu'en France, eh bien, vous le savez bien, elles vont tourner autour des 45%. Encore une fois, ce ne sont pas des chiffres précis parce que dépendent de plusieurs facteurs, mais c'est l'ordre d'idée, l'ordre de grandeur. Et côté salarié, côté américain, vous allez vous retrouver avec des charges sociales d'environ 8%. Tout va dépendre aussi des salaires qui vont être versés, des États dans lesquels sont versés les salaires, mais vous pouvez encore une fois garder ce chiffre pour l'ordre de grandeur, alors qu'en France, vous le savez, les cadres vont se retrouver avec des charges sociales de 25%. Donc, d'un point de vue de l'employeur, si on ne pense uniquement qu'aux charges sociales, ben effectivement, c'est super, on a un très gros différentiel, mais il n'y a évidemment pas que cet élément-là à prendre en compte, puisque généralement, pour pouvoir garder les salariés, il va falloir leur offrir des plans de couverture sociale, des plans de retraite. Merci Jean-Philippe. Alors, du coup, maintenant, lorsqu'on parle d'avantages salariaux, on parle de quoi? De couverture sociale. On parle d'assurance santé, on parle également d'accompagnement au niveau de la retraite, d'assurance vie et d'assurance invalidité. Et puis enfin, on a aussi les plans qu'on va mettre en place pour récompenser ses employés et aussi également augmenter son taux de rétention. Alors aujourd'hui, le but de la présentation, c'est de vous présenter donc vos possibilités dans chacune des catégories qu'on voit, pour que vous puissiez tout simplement connaître vos options. Alors on va commencer donc par la santé pour une entreprise aux États-Unis. Alors ici, on a 2 options. Premièrement, la couverture internationale. Alors ça, ce sont vraiment des plans qui sont similaires à ce qu'on connaît en France. On est assuré au premier dollar de dépenses. On a l'option de ne pas faire d'avance de frais et des plans qui offrent donc de très bonnes prestations, même par rapport aux coûts qui sont assez similaires aux assurances américaines. Alors, pour qui sont faits ce type de plans de couverture internationale? Alors, tout d'abord, ça ne s'adresse uniquement qu'aux employés internationaux. Ce sont des couvertures qui sont des couvertures individuelles et très souvent proposées aux expatriés fraîchement arrivés de France afin tout simplement de faciliter leur intégration ici aux États-Unis. Et après, on passe sur des couvertures locales, donc des couvertures américaines. Aujourd'hui, on va voir ensemble 2 types. La couverture traditionnelle, le plan de groupe, qui sont mises en place par l'employeur au sein de l'entreprise. On va également revoir les reimbursement plans, qui sont tout simplement des dispositifs de remboursement de frais de santé mis en place par l'employeur pour l'employé. Alors, on va rentrer dans le détail de chacun de ces plans et on va donc commencer par le plan traditionnel. Alors, ce premier plan, c'est une assurance maladie, qui est un plan traditionnel et qui peut être implémenté dans toute entreprise, à partir du moment où on a un groupe. Un groupe, c'est-à-dire au moins 2 employés. C'est un système de partage de coûts
entre l'employeur et l'employé, c'est-à-dire que la prime d'assurance, vous, en tant qu'employeur, n'êtes pas obligé de la payer à 100%. Vous pouvez prendre 30% de votre charge, 50%, 60%, 90%, 100%, c'est comme vous le souhaitez. Alors, en tant qu'employeur, par contre, lorsqu'on va choisir le plan, lorsqu'on va le mettre en place, il va falloir faire attention à beaucoup de choses, mais il y en a vraiment deux principales, on les voit ici. C'est le deductible. Deductible, c'est assez simple, c'est une franchise. Une franchise comme on pourrait le connaître en France sur les franchises automobiles. Et le deuxième, c'est le maximum out of pocket. Donc là, c'est la sortie d'argent annuelle maximale pour l'assuré. Alors, pour que ce soit plus clair, je vais donner un exemple. On voit ici que donc on a une franchise de 500, un deductible de $500 par intervention, avec un maximum out of pocket de $1 500. Concrètement, si on prend l'exemple d'une personne qui a donc 3 opérations supérieures à $1 000, cette personne va payer 3 fois sa franchise, $1 500. Elle aura donc atteint le montant de maximum out of pocket, et donc pour le restant de l'année, cette personne n'aura plus à débourser d'argent pour ses frais médicaux. Donc voilà un peu pour les présentations générales d'un plan de santé aux États-Unis. Maintenant, en termes de coûts, qu'est-ce que ça représente pour l'employeur? Il y a une étude qui a été publiée dans les Harvard Business Review en 2018 qui montrait quels étaient les coûts. Et pour assurer un individu, il faut compter à peu près $6 435. Et là, par contre, si on souhaite assurer l'individu et sa famille, on passe à $18 142. Alors c'est vrai que c'est des frais qui peuvent surprendre, mais après, donc, comme le disaient Jean-Philippe et Alexis tout à l'heure, il ne faut pas oublier que les charges sociales de l'employeur sont plus faibles, donc on se rattrape un peu effectivement sur ce point sur les plans santé. Alors, ce type de plan qu'on voit ici, ce premier type de plan est un plan qui est très bien adapté pour un grand employeur. Alors, un large employeur aux États-Unis, c'est un employeur de plus de 50 employés. Alors, il offre un très bon réseau, il est également très efficace pour la rétention. Par contre, c'est un plan qui est moins adapté au small business. Donc, small business, c'est entreprise de moins de 50 employés. Et pour comprendre pourquoi, il faut tout simplement se pencher sur le pricing de la prime. Dans ce type de plan, l'assureur va évaluer plusieurs choses, comme l'âge, le sexe, le niveau de couverture, mais surtout, il va évaluer l'historique des demandes de remboursement qui ont été faites au sein du plan. Et ça va être un des facteurs qui va avoir le plus gros impact dans le pricing de votre assurance santé. Et c'est très important parce qu'une personne qui est malade dans un groupe de 5 à 10 personnes aura donc beaucoup plus d'impact qu'une personne qui est malade dans un groupe de 100 à 200 personnes. Donc, encore une fois, ce type de plans sont des très bons plans, des plans qui sont destinés à des larges groupes de plus de 50, voire même 200 employés. Pour des plus petits groupes, on a des solutions d'optimisation, bien sûr, et c'est ce que l'on appelle des plans d'assurance maladie pour petites entreprises. Donc, entreprises de moins de 50 employés. C'est la seule condition pour être éligible pour ce type de plan. Et dans ce plan, justement, on va revoir totalement la façon de déterminer l'assurance. Ici, l'assureur n'a plus le droit de prendre en compte l'historique des demandes de remboursement. On arrive donc à obtenir des primes moyennes similaires au plan qu'on a vu précédemment, avec un grand réseau de praticiens. On conserve donc l'efficacité du plan et le pouvoir de rétention. Et enfin, donc, le plus gros avantage de ce plan, c'est le Healthcare Tax Credit. Et donc pour ça, je vais laisser Jean-Philippe présenter cet avantage. Effectivement, ce plan, si vous êtes un employeur qui a moins de 25 salariés, que la moyenne des salaires que vous versez à vos salariés temps plein est au maximum de $50 000, alors c'est un plan qui est qui est très intéressant, si ce n'est même extraordinaire comparativement aux autres. Pourquoi? Parce que vous aurez droit à 50% de crédit d'impôt sur les primes d'assurance que vous avez payées pour vos salariés. Attention, je dis bien crédit d'impôt. Ce n'est pas une déduction de votre résultat, c'est bien un crédit. Donc, si vous payez par exemple 2 000 pour une prime d'assurance, vous avez droit à 1 000 de crédit d'impôt, 1 000 qui viennent se déduire de vos impôts à payer. Voilà. Pour faire le distinguo avec le plan précédent, d'un point de vue fiscal, ce que vous allez verser sur le plan précédent
va être déductible des revenus de la société, ok, alors que donc abaisser votre base imposable, mais là, ça vient vraiment diminuer carrément votre impôt s'imputer contre votre impôt et non contre votre résultat. Très bien, merci Jean-Philippe. Alors, et donc en termes d'éligibilité, hein, pour avoir le droit à à ce tax credit, eh bien, il faut simplement donc, que la moyenne de vos employés gagne en dessous de 50 000 dollars et que vous ayez moins de 25 employés. Si vous remplissez tous ces critères, eh bien, vous avez le droit à ce tax credit, qui, comme l'a montré Jean-Philippe, est très intéressant. Alors, donc maintenant, on a vu les plans de santé traditionnels. On va donc passer à un nouveau type de plan de santé qu'on appelle les reimbursement plans, qui sont tout simplement des dispositifs de remboursement de frais de santé. Le premier qu'on va voir ensemble, c'est ce qu'on appelle le QSE-HRA, ou alors Qualified Small Employer Health Reimbursement Arrangement, qui est un plan qui est destiné, encore une fois, aux petites entreprises, donc entreprises de moins de 50 employés. Alors ici, on a un changement de dynamique, c'est-à-dire qu'en tant qu'employeur, vous ne financez plus un plan de santé, mais vous allez rembourser les dépenses de santé qualifiées de vos employés, ainsi que les primes d'assurance santé à laquelle votre employé aura souscrit, lui, de façon individuelle. Alors, dans le cadre du QSE-HRA, le montant des primes est flexible pour vous en tant qu'employeur. Vous pouvez déterminer le montant que vous souhaitez rembourser, mais par contre, l'IRS va limiter ces remboursements à 5 150 dollars pour un individuel et à 10 450 dollars pour la famille. L'avantage de ce plan, premièrement, c'est que vous allez optimiser la couverture que vous proposez à vos employés. Pourquoi? Parce que l'employé, lui, va pouvoir choisir la couverture qui lui convient. C'est-à-dire que s'il est assuré euh, individuellement, il va forcément choisir un plan qui matche ses besoins. Contrairement à ce qu'on a vu précédemment, où là, c'est l'employeur qui va essayer de mettre en place un plan qui correspond à l'intégralité de ses employés. Et la deuxième chose avec ce QSE-HRA, et ça c'est vraiment propre à ce plan, eh bien, il est compatible avec la couverture de votre conjoint si vous êtes couvert par l'assurance santé de votre époux ou de votre épouse. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, un employé qui est couvert via l'assurance de son époux ou de son épouse, eh bien, pourra se faire rembourser les franchises ou les frais médicaux qui n'auront pas été pris en charge par le plan de santé de l'époux et donc seront remboursés par votre plan que vous avez mis en place dans votre entreprise. Alors, il a un point négatif, ce plan, eh bien, c'est la limite de remboursement. Pourquoi? Tout simplement parce que 5 000 dollars, on a vu, bon, pour un individuel, c'est pas très loin de la moyenne qu'on a vue qui a été faite par Harvard. En revanche, pour la famille, on est très très loin des 18 000 dollars. Donc finalement, la question qu'on peut se poser, c'est comment pallier à ce problème. Et donc, depuis début 2019, le gouvernement est venu avec une solution, avec ce ICHRA, donc Individual Coverage Health Reimbursement Account. Alors, on est sur la même chose que le plan qu'on a vu précédemment. Donc, on change toujours de dynamique où vous, en tant qu'employeur, vous remboursez les dépenses de santé et les primes d'assurance de votre employé. Mais ici, en plus du plan de tout à l'heure, le montant des remboursements est flexible, déterminé par l'employeur et vous n'avez aucune limite. C'est-à-dire que si vous souhaitez contribuer 6 435 dollars pour un individu ou 18 000 dollars pour l'individu et sa famille, vous pouvez tout à fait le faire. Deuxième chose très importante de ce plan-là, c'est que nous ne sommes plus limités en termes d'employés. Il s'applique à toutes les entreprises, que vous ayez 50 employés ou plus. Et surtout, il remplit le mandat ACA. Alors, le mandat ACA, c'est plus connu sous Obamacare. Et donc, comme ce plan est reconnu comme un plan de santé, il vous permet d'éviter toute pénalité pour non-proposition de plan de santé dans le cadre de Obamacare. Donc ici, vous allez me dire, quel est l'intérêt? Et bien, en fait, tout simplement, en faisant le switch d'un plan traditionnel à un ICHRA, vous avez la possibilité, encore une fois, de proposer à vos employés une couverture qui est optimale, avec un montant de remboursement qui peut être similaire à la prime que vous financiez précédemment. Donc, premièrement, l'employé ici peut choisir la couverture qui lui convient.
vous, en tant qu'employeur, vous gardez toujours le contrôle sur le budget, puisque on ne verra pas une prime qui augmentera due à l'augmentation du coût de l'assureur. Et en plus, s'il n'y a pas de frais médicaux de la part de votre employé, eh bien, comme nous sommes sur un système de remboursement, il n'y aura pas de sortie d'argent de votre part. Alors, le seul point qui est un peu moins bien que le QSE HRA sur ce plan-là, c'est qu'il n'est pas compatible avec l'assurance du conjoint. Donc, dans le cadre d'un employé qui serait couvert par l'assurance de son conjoint, eh bien, ce plan ne rentrerait pas en compte. Alors, bon, c'est dommage, mais finalement, si on le compare à un plan de groupe traditionnel, voilà, car on l'envisage comme une alternative, eh bien, le plan de groupe ne serait lui-même non compatible avec l'assurance du conjoint. Donc c'est vrai que c'est dommage par rapport au plan qu'on a vu précédemment, mais ça n'enlève pas l'intérêt de ce plan-là, loin de là. Et enfin, on passe sur le Flexible Spending Account. Alors, ici, ce type de plan de santé, pour que ce soit clair, n'est pas une alternative au traditionnel, au reimbursement plan, mais c'est plutôt un plan complémentaire. Donc, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un compte d'épargne que vous, en tant qu'employeur, vous allez mettre à la disposition de vos employés. Donc ici, c'est l'employé qui y contribue, qui décide du montant qu'il souhaite mettre dans ce compte. Les fonds versés sur ce compte vont être déduits du revenu de l'employé avant que ces fonds soient soumis à l'impôt. Et l'employé va pouvoir payer donc, pour tous ses frais médicaux, sauf les primes d'assurance santé, dans bien sûr la limite des fonds disponibles sur ce compte, puisqu'effectivement, il y a une limite de contribution qui a été mise en place par l'IRS, qui est de 2 750 $ par employé. Et il y a un point important à retenir, c'est que sur ce type de compte, eh bien, malheureusement, tout fonds non utilisé à la fin de l'année eh bien, serait perdu. Donc ça, c'est un plan qui peut être très intéressant à mettre en place si, par exemple, on sait qu'on va avoir des frais médicaux. Par exemple, si on attend un heureux événement, qu'on va avoir un enfant, on sait que ça va engendrer des frais médicaux. Et effectivement, ça peut faire sens de contribuer à ce plan pour pouvoir avoir au moins 2 750 $ que l'on pourra utiliser tax-free. Voilà un peu pour la présentation des plans qui sont à votre disposition. Jean-Philippe, je ne sais pas si tu as un commentaire. Adrien, si je peux juste ajouter un point sur le Oui, FSA, c'est vrai que c'est typiquement une solution complémentaire très américaine en fait et qui est très peu connue, alors que du point de vue des employés, c'est effectivement très utile parce que par définition, on baisse sa base imposable. C'est pas énorme, mais c'est quand même important. Et je crois qu'il y a plusieurs types de FSA aussi, puisqu'il y en a qui sont dédiés au daycare, aux crèches pour les jeunes enfants, et puis d'autres qui sont uniquement pour les frais médicaux. Mais les frais médicaux étant assez importants, c'est pas mal de les avoir pre-tax en fait. On gagne presque 30% en fait sur les coûts. Tout à fait, merci beaucoup Alexis. Donc voilà un peu pour les options à votre disposition donc au niveau santé. Donc on a vu les options traditionnelles avec le plan de groupe disponible pour tous, le plan de groupe disponible pour les petites entreprises, et puis après on a vu les options au niveau de reimbursement plan qui peuvent vous permettre d'avoir une couverture vraiment optimale, que ce soit au niveau de la couverture que vous proposez, mais aussi qui va vous permettre d'optimiser vos coûts pour vous en tant qu'employeur. Donc maintenant je vais passer le relais à Cédric. Cédric. Oui, alors on va parler maintenant des plans de retraite. Alors, simplement pour vous dire, les plans de retraite aux États-Unis, il y en a une ribambelle. Vous en voyez un certain nombre devant vous et on peut les classifier de plusieurs manières. Alors, une manière de les classifier, ça serait par exemple entre les Defined Contribution Plans et les Defined Benefit Plans. Alors, quelle est la différence? Defined Benefit, c'est type pension, c'est-à-dire que voilà, l'employé sait qu'une fois qu'il part à la retraite, il saura exactement combien il recevra pour le reste de sa vie. À l'inverse des Defined Contribution Plan de type 401K sur lequel je vais revenir, où on sait exactement ce qu'on a mis dans ce type de plan, mais en revanche, il y a pas mal d'incertitudes sur la sortie par rapport à ce que l'on va en retirer. Alors bon, il y a pas mal d'autres manières de classifier ces plans par rapport à qui est-ce qui contribue au plan. Est-ce que c'est l'employeur? Est-ce que c'est l'employé? Est-ce que c'est un mélange des deux?
Également, par rapport à qui a le droit de participer. Par exemple, le 401K est inclusif, hein, tous les employés doivent pouvoir participer au 401K, alors qu'il y a des types de plans que l'on peut mettre en place pour, par exemple, les hauts cadres, pour récompenser, par exemple, des employés méritants. Donc, ce que j'appellerais plus des plans discriminatoires. Adri, si tu veux passer à la prochaine. Parfait. On va faire un petit topo, hein, pour la retraite aux États-Unis, comment ça se passe. Bon, bien sûr, il y a la retraite de base, hein, la sécurité sociale, celle qui est financée en partie les employeurs. Pour vous dire, le maximum sécurité sociale américaine que vous pouvez compter, c'est 3 790 $ par mois ou bien 45 480 $ par an. Alors, ce qu'il faut savoir également, il y a un accord bilatéral entre la France et les États-Unis pour consolider la retraite, s'assurer que les trimestres cotisés d'un pays comptent dans l'autre. Le plan typique que les gens connaissent en général aux États-Unis, c'est le 401K. Alors, comment est-ce que le 401K marche? Eh bien, l'employé va déférer une partie de son salaire, hein. Actuellement, il peut contribuer jusqu'à 19 500 par an. Et puis, s'il a plus de 50 ans, il peut faire ce qu'on appelle des catch-up contributions, c'est-à-dire mettre 6 500 de plus. Alors, dans l'exemple qui est devant vous, hein, il y a un exemple où la compagnie a octroyé un abondement de 4%, c'est-à-dire que pour 4% du salaire déféré de l'employé, eh bien, l'employeur ajoutera 4% supplémentaires. À savoir en revanche qu'il n'y a pas d'obligation pour l'employeur, hein, de mettre en place un abondement. Petit mot également que je voulais dire par rapport à ce type de plan, c'est vrai que souvent on voit des compagnies qui viennent s'installer aux États-Unis, elles ont entendu parler des 401K, elles veulent mettre un 401K. Ce qu'on voit en revanche, c'est que ce n'est peut-être pas foncièrement la stratégie la plus adaptée dans certains cas. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a, quand vous mettez en place un 400K, bien sûr, il y a certains frais de gestion, hein, qui sont importants dans ces comptes, et il y a des contributions minimales qui doivent être mises dans ces plans de retraite. Et malheureusement, si ces contributions ne sont pas atteintes, ça peut entraîner certaines pénalités. Donc, à bien définir, hein, par rapport à votre situation, quel est le plan qui a le meilleur sens? Est-ce que c'est un 401K par exemple, ou bien est-ce que peut-être il faudrait s'orienter vers un SEP IRA, un SIPP IRA, ou bien un plan de type single? C'est vrai que je peux ajouter juste un point sur le 401K par rapport au recrutement. Offrir un 401K sans avoir un abondement de l'employeur, ça sert quasiment à rien. Autant regarder d'autres solutions. Ce que recherchent les employés, c'est l'abondement de l'employeur. Maintenant, l'abondement de l'employeur peut être un moyen de rétention puisque cet abondement ne peut être foncièrement disponible par l'employé uniquement après un certain nombre d'années dans l'entreprise. Donc, c'est aussi des choses qui permettent de la rétention d'employés. Très bien. Alors, Jean-Philippe, je crois que tu as un point fiscal pour le 401K. Effectivement, là, pour le 401K, d'ailleurs, comme pour la majorité des retraites, il faut savoir que pour le salarié, en fait, selon la convention fiscale franco-américaine, si vous avez un 401K américain, vous rentrez vivre en France, eh bien, les impôts à payer, parce que, étant donné, je repars un peu en arrière, excusez-moi, comme vous allez déférer l'argent que vous mettez sur le 401K en tant que salarié, se fait hors taxe, donc c'est le pre-tax money. Quand vous allez le récupérer, donc à date de votre retraite, c'est à ce moment-là que vous allez être imposé. Donc c'est intéressant parce qu'en général, à la retraite, on gagne moins que pendant la vie active, d'où l'intérêt fiscal du plan. Si vous quittez les États-Unis, que vous allez habiter en France maintenant, vous êtes à la retraite, selon la convention fiscale, étant donné que le 401K est d'origine américaine, il sera imposé aux États-Unis et il n'y aura aucun impôt à payer en France. C'est déclarable, mais pas d'impôt à payer. Même pas de jeu de crédit d'impôt, c'est uniquement du déclaratif. On n'a pas d'impôt à payer en France. Voilà, ça c'est assez important parce que j'ai souvent la question au niveau du 401K, à quelle sauce je vais être mangé si je rentre en France. Eh bien voilà la réponse.
Très bien, Jean-Philippe. Et justement, si tu peux également, pour information, parler un petit peu des points suivants. Alors, bon, c'est vrai que le 401K est accessible, ou l'argent de 401K à partir de 59 ans et demi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les règles qui concernent l'accession à l'argent du 401K, étant donné la pandémie actuelle? Alors, effectivement, c'est vrai. Normalement, si vous retirez de l'argent du 401K avant d'avoir atteint 59 ans et demi, vous aurez des pénalités de la part de l'ARS. Maintenant, avec la crise du Covid, je vais brosser un tableau très rapide parce qu'il y a beaucoup de détails. Si vous avez été affecté par le Covid, donc quand je dis affecté, c'est vous avez été potentiellement licencié. Vous avez été affecté personnellement parce que vous l'avez eu. Un des membres de la famille a eu le Covid. Vous avez eu des frais de santé liés à ça. Vous pouvez récupérer une partie de votre 401K sans pénalité. Voilà. Après, il faut mesurer au cas par cas. C'est en fonction de la situation de chacun qu'on va pouvoir déterminer l'éligibilité. Très bien, parfait. On va passer à tout ce qui est protection et puis donc tout ce qui est plus du côté prévoyance. Alors c'est vrai que voilà, malheureusement pour ceux qui n'ont pas de couverture salariale, hein, pour vous dire en général ce que vous pourriez espérer en termes d'invalidité, de pension invalidité par les institutions gouvernementales, en général c'est quand même entre 800 et 1800 dollars par mois. Donc, ça ne va pas très loin, surtout, hein, bien sûr, lorsqu'on parle de cadres d'entrepreneurs qui ont des revenus conséquents. Ce que l'on voit en général, c'est que eh bien, les entreprises ont tendance à inclure dans leur couverture salariale une part de prévoyance, donc prévoyance invalidité à court terme et prévoyance invalidité à long terme, ainsi que prévoyance décès. Alors, prévoyance invalidité à long terme, hein, en général standard, c'est souvent un pourcentage du salaire. Alors bien sûr, vous avez le choix, hein, lorsque vous mettez en place ce type de couverture, de choisir quel serait le pourcentage du salaire qui serait couvert en cas d'invalidité de l'employé. Vous pouvez également plafonner ces montants. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Et également, est-ce que les bonus seraient intégrés ou non dans ces couvertures prévoyance, invalidité? Couverture d'essai, souvent, ça vient en multiple du salaire. Hein, voilà, c'est-à-dire que tout le monde dans l'entreprise, tous les employés à plein temps auraient, par exemple, 2 fois leur salaire en cas de décès, 3 fois leur salaire ou plus. Vous avez le choix par rapport à la manière dont vous allez structurer ça. Connecté avec ce qu'on appelle les assurances décès, bien sûr, c'est ce qu'on appellerait AD&D. Donc là, bien sûr, c'est décès catastrophique. Souvent, hein, les compagnies auraient ce type de protection, ou si vous décidez de manière brutale, je vais dire, eh bien, ils doubleraient les montants, hein, que votre famille toucherait. Petit mot de ce côté-là, c'est vrai que lorsqu'on parle d'essayer de retenir les employés méritants, bien sûr, souvent ce que l'on voit, c'est que les employés les mieux compensés ou les cadres se retrouvent souvent discriminés par la mise en place de ce type de protection. Alors, je m'explique. Imaginez si vous avez une couverture invalidité prévoyance à long terme qui serait par exemple plafonnée à 5 000 dollars par mois, et bien malheureusement, quelqu'un qui gagne de 100 000, 300 000 par an, ça poserait pas mal de problèmes, surtout en plus si les bénéfices sont imposables. Donc voilà, ce que l'on peut faire pour les entrepreneurs, hein, qui souhaitent structurer des plans sur mesure, ça serait mettre en place des plans d'invalidité à long terme simplement pour les hauts cadres, hein, qui permettraient de protéger leur avenir en cas de problème. Bien sûr, ce sera un atout dans le cadre d'une stratégie de rétention des employés. Le dernier segment qu'on va regarder, hein, c'est un mix d'instruments qui peuvent être utilisés par les employeurs
pour retenir leurs employés méritants. Alors, bien sûr, il y a des options financières, que ce soit simplement octroyer des actions, des parts d'entreprise, tout ce qui est bonus, non-qualified plans. Alexis a traité d'un vesting schedule, c'est-à-dire que les avantages que vous donneriez à vos employés, par exemple en termes d'instruments de retraite, ne pourraient être dans les mains de l'employé avant un certain nombre d'années, par exemple, pas avant 3 ans, avant 5 ans. Ça vous permet de vous assurer que les employés ne vont pas partir avec l'argent que vous auriez contribué pour eux 1 an, 2 ans après être rentré dans l'entreprise. Donc voilà, il y a pas mal également de stratégies, ce qu'on appellerait des plans de menottes dorées, également avec des vesting schedules. On peut utiliser, on avait parlé de couverture d'essai. Aux États-Unis, couverture d'essai, c'est ce qu'on appelle life insurance. Il y a une autre utilisation pour des life insurance qui serait peut-être plus en vue de mettre en place des bonus pour les employés les plus compensés. En dehors de cela, pas mal d'instruments peuvent être utilisés, tout ce qui a trait à ce qu'on va dire au bien-être, donc flexibilité des horaires, utilisation de cafétéria, prise en charge des transports, vacances, possibilité de travailler à la maison. Pour vous dire, je retiens plusieurs exemples qui ont été adoptés par des grandes compagnies. Alors, par exemple, Starbucks, pour tous ses stagiaires, leur offre full tuition reimbursement, donc le remboursera leurs frais universitaires. Facebook, en revanche, a choisi de donner une couverture santé, mais également une résidence pour ses stagiaires. Dès qu'on est stagiaire à Facebook, on a un endroit où loger et puis également, on a immédiatement une couverture santé. Et puis finalement, IKEA, traditionnel, modèle suédois traditionnel, bien sûr, qui ont choisi de donner 4 mois de congés parentaux à leurs employés. Si je peux me permettre d'intervenir là sur les options financières, c'est très bien. Effectivement, il faut le soulever parce que beaucoup d'employeurs aussi utilisent pour retenir leurs salariés de plans de stock option qui vont avoir des fiscalités qui peuvent être quand même assez intéressantes pour les salariés. Donc, il y a un intérêt qui est double pour eux. Enfin, pour l'employeur, évidemment, retenir le salarié, le sujet de la conférence, mais aussi pour le salarié, avoir récupérer du cash au moment où ils vendront leur stock et une fiscalité qui peut être tout à fait intéressante dépendant du type de stock option. On ne va pas rentrer là-dedans parce que ça pourrait prendre une conférence en soi. Mais voilà, c'est quelque chose à ne pas… Les stock options ne sont pas à négliger. Voilà. Très bien. Merci Jean-Philippe. Et puis, pour terminer là-dessus, c'est vrai que sur ce dernier point, alors bon, j'ai parlé par exemple des life insurance qui ont 2 parties, c'est-à-dire un capital vie et également un capital décès. C'est vrai qu'en plus d'être utilisé dans une stratégie, par exemple, de menottes dorées pour les employés méritants, ceux qu'on ne voudrait pas qu'ils partent à la compétition, eh bien, ça peut également entrer dans une perspective, dans une stratégie de prévoyance ou de protection pour l'entreprise elle-même, étant donné qu'il y a cette couverture d'essai permanente et même dans une stratégie de succession d'entreprise. Très bien, merci Cédric. Alors, je crois qu'on a des questions. Oui, du coup, merci messieurs pour toutes ces précisions. J'invite du coup tous nos auditeurs qui sont sur notre site à se connecter directement sur Zoom pour poser leurs questions en live. Donc, on a des questions. Adrien, tu veux les lire ou… Alors, je vais répondre aux questions de Catherine. Donc, la dernière question, c'était financièrement, c'est lourd. Quels bénéfices on peut offrir lorsqu'on a une petite entreprise? Et ben alors, si on regarde le tableau ici là, qui est présenté, qui est issu d'une étude faite encore publiée sur Harvard Business Review, on voit que finalement, l'augmentation, la flexibilité dans le temps, l'augmentation des vacances, le télétravail, eh bien, sont presque au même niveau que la santé. Donc on voit que c'est des avantages qui sont fortement appréciés de la part des employés et des avantages qui sont plus ou moins coûteux pour l'employeur. Après, je crois qu'il y avait une autre question sur le minimum obligatoire à offrir comme bénéfice à ses employés. Alors, par la loi, lorsqu'on a une PME de 4 employés, il n'y a pas de minimum. C'est à partir de 50
qu'on commence à avoir des minimums de santé. Mais après, comme le disait Alexis, hein, c'est fortement recommandé si l'objectif, c'est eh bien de retenir ses employés. Pour répondre effectivement à cette question, puisque une PME de 4 personnes, c'est typiquement la filiale d'une société qui se crée aux États-Unis, qui démarre avec quelques employés. Donc, c'est des choses qu'on voit très souvent. C'est bien de se poser cette question maintenant. Je pense qu'à 4 employés, l'idée, c'est aussi qu'il y ait de la croissance et bientôt, vous serez peut-être plus. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on proposera pour garder ces employés et en attirer d'autres? En termes de minimum, je pense que quand même, une assurance médicale, même pas forcément la Rolls-Royce, hein, on parlait de déductibles très faibles tout à l'heure, vous pouvez offrir des déductibles plus importants, mais d'avoir la possibilité d'offrir une assurance médicale, je pense que ça reste quand même très important pour n'importe quel employé. Le coût peut être limité, c'est-à-dire que déjà d'offrir un plan groupe, c'est une bonne chose. Et puis ensuite, vous pouvez caper en fait votre contribution à ce plan à $500 par mois, par exemple. Ça vous permet de au moins stabiliser les coûts tout en offrant quelque chose de correct pour vos employés et d'avoir une réponse à cette question quand vous attirez des nouveaux employés. Est-ce que vous avez une assurance médicale? Si vous n'en avez pas, c'est très rédhibitoire dans l'attraction d'employés et de candidats. Donc, ils vont souvent voir ailleurs s'il n'y a pas d'assurance médicale parce que ça montre qu'il n'y a pas forcément de compréhension de ce qu'il faut offrir à minima. Après, les 401K, etc., je pense que c'est assez cher. La contribution peut être importante. Ce n'est pas forcément indispensable du tout au démarrage. Ok, super, merci. On a une autre question de Catherine qui a levé la main. Est-ce que Catherine, tu nous entends? Oui, je vous entends. Super. Bonjour. 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 Merci pour toutes vos explications, tous les quatre. C'est vraiment super parce que j'ai appris pas mal de choses. Alors, la dernière personne qui vient de parler, je ne sais plus son prénom, qui disait une entreprise de 4 employés, c'est peut-être une entreprise qui vient de commencer. Eh bien non, ça fait 10 ans que nous sommes là. Nous sommes dans le voyage et le voyage, ça veut dire quoi? Ça veut dire devis gratuit, ça veut dire travailler 80% du temps pour zéro, ça veut dire payer des salaires tous les mois et certains mois, nous, en tant que patron, on ne sait pas si on aura un salaire à la fin du mois parce que quand on est employé, on sait ce qu'on a tous les mois. Quand on est employeur dans une petite entreprise comme la nôtre, on ne sait pas tous les mois ce qu'on aura comme revenu. Ça, c'est un gros problème. Alors, bien sûr, on veut offrir des bénéfices à nos employés. Aujourd'hui, nous offrons l'assurance santé que nous payons 50% des coûts, qui est un budget mais vraiment énorme, énorme pour nous, qui parfois nous oblige personnellement à nous serrer la ceinture. Pourquoi? Parce que dans les voyages, il ne faut pas se leurrer. Quand vous faites des devis gratuits et que la plupart du temps, les gens sont là juste pour profiter de vos connaissances et que vous n'avez que 20% de réussite, qui est énorme dans l'industrie du voyage, parce que dans les agences de voyage, la réussite est entre 8 à 12%, alors que nous sommes à 20%. C'est vraiment quelque chose de très frustrant. On voudrait offrir plus, mais pour ça, on ne vend pas assez, alors que nous savons que 20%, on est déjà au-delà du pourcentage général de ce que nous vendons. Donc, vous comprenez le souci d'agences comme les nôtres. On veut offrir, mais le problème, c'est que tous les mois, on ne sait pas ce que l'entreprise va gagner. Bien sûr, et c'est pour ça que le plan de remboursement, par exemple, pour vous, pourrait être optimal, dans le sens où eh bien, vous proposez toujours un plan de santé, ça ne change rien. Votre employé, lui, va de son côté aller s'assurer de façon individuelle sur le marketplace qui a été mis en place par le Obamacare, donc qui a des couvertures optimales. Oui. Et à ce moment-là, si
il n'y a pas de dépenses de santé pour lui. Par exemple, admettons que pendant 1 an, 2 ans, il n'y a pas de dépenses de santé. Eh bien, si vous voulez, pour vous, vous n'avez pas de coût. Vous avez un engagement envers quelqu'un, mais vous n'avez pas de frais. Donc, ça pourrait être quelque chose qui vous permet d'optimiser votre plan santé, par exemple. Ça, c'est vraiment une très bonne réponse. Mais alors, j'ai une question là-dessus. Oui, Si nous offrons en fait cette assurance santé, aujourd'hui, sur les 4 employés, seul un était intéressé de l'avoir. Et on nous a expliqué que nous, en tant que patrons, si nous voulions pouvoir déduire nos propres frais assurance santé, c'est-à-dire les coûts que nous avons mensuellement, nous sommes obligés de l'offrir à minimum un employé. Est-ce que c'est vrai? Oui. Parce que Alors, sinon, nous là, devons le payer via notre compte personnel et pas via notre compte business. Mais là, l'avantage, si vous voulez, c'est que donc dans ce plan-là, vous allez l'offrir à tous les employés. Après, s'ils veulent l'utiliser, bien, ils l'utilisent. S'ils ne veulent pas l'utiliser, ils ne sont pas obligés de l'utiliser. La seule caractéristique, c'est qu'eux soient assurés. Donc, Non, ça j'ai compris. et Ça j'ai si eux compris. sont assurés par leur époux, eh bien, c'est optimal ce que vous leur proposez, puisque vous leur proposez d'avoir un plan qui leur permettrait, au-delà de ce que vous leur offrez, qui leur permettrait de payer pour tout ce qui est déductible, franchise, maximum out of pocket, tout ça, qu'aujourd'hui, eux payent de leur poche sur le plan de leur époux. Non, ça j'ai bien compris. Mais est-ce que ça veut dire que si nous faisons ça, nous, en tant que patrons, nous n'avons plus le droit de payer notre propre assurance santé via notre business pour que ça soit en déductible, en déduction pardon, des impôts? Alors ça, Jean-Philippe, je pense que c'est plus une question fiscale. Moi, Oui, je pense que je ne pourrais pas répondre. Enfin, je pourrais répondre, mais il faudrait que je fasse des recherches. ok. Jean-Philippe? Oui, pardon. Alors pour la déduction, effectivement, si vous payez l'assurance, vous, de votre compte personnel, si vous devez être assuré de votre compte personnel, la société peut vous le rembourser et à ce moment-là, ce sera quand même déductible du résultat de la société. Ça peut fonctionner comme ça. Même si on ne l'offre à aucun employé? Si vous n'offrez pas, alors là, il faudrait que je pousse un peu la recherche parce que c'est vrai, dans ce cas-là, je ne suis pas forcément au fait des dernières nouveautés, mais ça pourrait, parce qu'en fait, ça pourrait être considéré comme un avantage en nature, enfin pas en nature, mais ce remboursement-là serait un avantage qui serait, s'il est imposable de votre côté, ce remboursement est imposable de votre côté, il faudrait que ça devienne imposable de votre côté pour pouvoir être déductible du côté de la société. Je vais juste mettre les choses peut-être plus au clair. Avant que nous ayons des employés, Dis-moi, nous ne pouvons... Oui, on a dépassé l'heure. pardon. Je pense que si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser directement en privé à nos experts. Ok. On avait d'autres questions. Je sais que François Saint-Gène voulait aussi poser une question. Donc, messieurs, bah, voilà, je vous invite à contacter directement nos experts. Du coup, bah, voilà, je vous tiens, messieurs, à vous remercier pour votre intervention. Donc, merci à USA France Financial, Massin Consulting Group et IR USA pour cette présentation et vos réponses. Si vous avez donc d'autres questions, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec nos experts par mail ou via votre smartphone grâce au QR code qui s'affiche à votre écran. Donc c'est très simple, vous avez juste à scanner comme au restaurant. Mais dépêchez-vous parce que je crois qu'il ne reste plus beaucoup de disponibilité sur la journée. Donc voilà, bah merci. Messieurs. Il est possible de prendre rendez-vous et puis on se recontacte, même pas forcément aujourd'hui, mais voilà. Ok, super. Du coup, la conférence étant terminée, vous pouvez dès à présent naviguer sur le salon entre la salle 1 et la salle 2. Le programme donc, des prochaines conférences s'affiche à votre écran. Donc en salle 1, nous attaquerons l'actualité juridique pour les familles françaises aux US. Et en salle 2, nous aborderons le sujet de comment acheter et investir en Floride et spécialement à Miami. Merci à tous. C'était Romain Perquis en direct Merci beaucoup. de French Morning. Je vous remercie et à bientôt. Bientôt. Au revoir.